La déclaration de Lord Balfour en 1917 laisse espérer la création prochaine d'un État national juif en Palestine, territoire sous mandat britannique depuis le début des années 20. Mais curieusement, malgré la forte montée de l'antisémitisme à la fin des années 30, le Royaume-Uni prend des mesures afin de restreindre l'immigration juive dans ce territoire. Beaucoup de Juifs pressentent la nécessité de s'exiler rapidement. Pour eux, la création de leur futur État, Israël, devient indispensable. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. Après la destruction de Jérusalem et du Temple par les armées de l'empereur Titus en 70 après Jésus-Christ, les Juifs ont été chassés d'Israël par les légions romaines d'Adrien en 135. Ici, en fait, on les voit rentrant après leur victoire, après leur conquête de Jérusalem dans l'année 70 de notre ère. Et ils ont emporté avec eux des objets sacrés du Temple de Jérusalem, là-bas, et le plus connu, le plus important, c'est le chandelier à 7 branches qui s'appelle en hébreu la menorah et qui est aujourd'hui devenu aussi le symbole de l'État d'Israël. Ils se dispersent sur tout le pourtour méditerranéen, puis s'enfoncent vers l'intérieur du continent européen. C'est la diaspora juive. Entre persécution et période de paix, les Juifs constituent jusqu'au XVIIIe siècle en Europe une mosaïque de communautés solidement implantées. La communauté juive polonaise est alors la plus nombreuse et la plus active. En 1933, l'Allemagne porte au pouvoir des dirigeants fascistes, le Parti national-socialiste, nazi en allemand abrégé, qui prône la haine et la xénophobie. Il existe selon eux une race supérieure et une race inférieure. Certains individus sont des êtres dangereux au bas de l'échelle qu'il faut éliminer. En 1939, la guerre est déclarée permettant la réalisation du programme d'extermination nazi. En janvier 1942, les dirigeants allemands réunis décident d'utiliser des méthodes expéditives afin d'éliminer encore plus rapidement un très grand nombre de prisonniers. L'Holocauste, également appelé Shoah, mot hébreu signifiant catastrophe, a commencé. Les Tziganes, les Noirs, les Slaves, les Juifs, mais aussi les homosexuels, les journalistes, les communistes, les handicapés ou encore les opposants politiques. Pratiquement 10 millions de personnes, dont 6 millions de Juifs, seront massacrés dans ces camps. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde entier, choqué par l'Holocauste, essaie de trouver une solution au douloureux retour des Juifs survivants des camps de la mort. En 1947, la Grande-Bretagne annonce qu'elle mettra fin à son mandat en Palestine le 15 mai de l'année suivante. Le 29 novembre 1947, l'ONU vote une déclaration mettant en place un partage de la Palestine entre Juifs et Arabes. Jérusalem restant neutre. Le territoire juif est trouvé. Le problème israélo-palestinien est né. Mais pour bien comprendre tout ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. Le sionisme, c'est un mouvement politique moderne qui a émergé à la fin du XIXe siècle et qui traduisait en termes modernes et politiques la vieille aspiration du peuple juif à retourner sur sa terre. La fin du XIXe siècle voit ressurgir particulièrement en Allemagne et en Europe de l'Est des persécutions et des pogroms. Face à ces exactions naît un mouvement, le sionisme. Pendant 2000 ans où les Juifs étaient dispersés dans toutes les nations du monde et sur tous les continents, les Juifs ont gardé espoir un jour de revenir. C'est ce mouvement qui va initier et programmer le retour des Juifs en terre d'Israël. Ce nationalisme trouve ses racines au sein du judaïsme libéral d'Europe de l'Est, en but à de nombreux mouvements antisémites. Sa philosophie est basée sur le respect de l'homme et de ses droits. Il revendique un territoire pour les Juifs du monde entier, de préférence en Israël.
Le sionisme tire en effet son nom du mont Sion, l'une des collines qui entourent Jérusalem. Il s'oppose ainsi fortement au judaïsme orthodoxe, qui refuse l'idée de retourner en terre promise sans la venue préalable du Messie. L'auto-émancipation, le premier grand texte sioniste, est publié dès 1882 par Léon Pinsker, un médecin russe. Mais c'est la parution en 1896 du livre de Theodor Herzl, L'État des Juifs, qui engendre véritablement le mouvement sioniste moderne. Sans vraiment exiger un État, Herzl, révolté et inquiété par l'affaire Dreyfus, parle de la création d'un foyer national juif, qui ne peut être envisagé qu'en Terre Sainte. Le sionisme, créé par Theodor Herzl, un mouvement qui visait à rétablir les Juifs dans leur terre ancestrale. La première vague sioniste a émergé après une vague de pogroms qui se sont déroulés en Russie en 1881 à 1882. Ça a été la première vague, la première génération sioniste. La deuxième génération sioniste a été celle de Theodor Herzl, qui a conçu l'idée de rassembler tous les Juifs dans un grand congrès qui sera en fait un instrument de bataille pour permettre le retour des Juifs vers leur pays. C'est la proclamation face au monde que les Juifs, premièrement, sont unis à nouveau, et deuxièmement, qu'elle a une exigence, qu'elle veut retourner. En 1917, les Anglais, pour convaincre les Arabes de se battre à leur côté contre l'Empire ottoman dirigé par les Turcs, leur avaient promis un État. Laurence d'Arabie et le roi Faisal ibn Hussein conduisent les armées arabes jusqu'à Damas, mais cette victoire ne débouche sur aucun accord malgré les promesses anglaises. En compensation, ils promettent de créer l'État de Transjordanie, aux portes de la Palestine. Retournement de situation. Le 2 novembre 1917, Lord James Balfour, secrétaire au Foreign Office, annonce que la Grande-Bretagne est favorable à la création d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Et l'idée a pris racine pendant les premières années du XXe siècle, et alors la Ligue des Nations, c'est comme ça que ça s'appelait alors, a décidé d'octroyer à la Grande-Bretagne la mission de construire un foyer national pour les Juifs ici. C'est une décision très importante qui n'est pas qu'anglaise. Elle est soutenue par les Français, elle est soutenue par tous les Alliés, et elle sera entérinée à la suite de la Première Guerre mondiale, elle sera entérinée par la Société des Nations. Société des Nations qui était l'ONU de l'époque. Et donc la déclaration Balfour et la présence des Anglais, le mandat britannique, créent les conditions favorables au développement du sionisme. Cette déclaration fait l'effet d'une bombe. En encourageant la création d'un État juif en Palestine tout en promettant l'indépendance aux pays arabes, les Britanniques contribuent à la montée du conflit. Immédiatement, les pays arabes protestent et demandent que l'État juif soit implanté ailleurs. On a présenté Ouganda, on a proposé l'Afrique du Sud, on a proposé plusieurs propositions. L'Empire britannique a proposé plusieurs propositions pour créer un foyer national juif. Hitler lui-même avait proposé à un moment donné de leur offrir Madagascar en tant que terre promise, etc. Le Congrès sioniste réuni estime lui que seule la Palestine, berceau historique du judaïsme, peut convaincre à l'immigration les populations juives d'Europe. Pour avoir plus de force, sûrement, il faut avoir du symbolique, il faut avoir de la beauté, il faut avoir de l'ancienneté historique. Et tout ça vient avec l'idée de terre promise. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre démantèlent les 3 empires existants, dont celui concerné par la question de la Palestine, l'Empire ottoman. Seule la Palestine peut convenir à donner d'un côté des territoires aux Arabes et de l'autre aux Juifs. Aussi, en 1919, le traité de paix de Versailles entérine cette décision et néglige le devenir des peuples de Palestine. Herzl meurt en 1904 sans qu'on ait beaucoup progressé, mais l'idée a été lancée, la structure a été créée. Dès les années 30, en fait, on a vu apparaître les premiers kibboutz en Israël, c'est-à-dire des juifs qui effectuaient l'Alia, qui rejoignaient la terre promise, et qui, en quelques nuits, créaient une espèce de campement relativement fortifié. L'immigration juive en Palestine ne cesse de croître au cours des années 30. En signe de protestation, les Arabes déclenchent en avril 1936 une grève générale. Elle dégénère rapidement en une quasi-insurrection contre les Juifs et les Anglais.
à partir de là, du moment où la seule réponse, depuis avant même la proclamation, c'est la guerre, qui est une guerre civile. J'ai appelé civile au sens arabe de Palestine contre juifs de Palestine, et une guerre tout à fait stratégique, importante, qui permet aux Israéliens de consolider leur position en Galilée, de rendre viable beaucoup de choses qui n'étaient pas viables avant, dans le plan de partage. La commission Peel, mandatée par les Anglais, préconise un partage de la Palestine en 2 États séparés, l'un juif et l'autre arabe, et que Jérusalem soit sous contrôle international. Pendant longtemps, on a dit que le foyer national juif s'était installé sur une terre vide d'habitants. C'est pas tout à fait vrai. Le plan de partage, il n'est pas parfait, mais il prévoit grosso modo, que les régions à majorité juive iront à l'État israélien et qu'on créera un État arabe en Palestine. Cette solution sera oubliée dans les tiroirs du gouvernement britannique. En 1939, le gouvernement anglais instaure le Livre blanc, qui limite l'immigration juive vers la Palestine à 75 000 personnes pendant les 5 années à venir. La montée du nazisme en Allemagne en 1933, et d'autre part, de manière plus générale, la montée de l'antisémitisme dans toute l'Europe, crée des conditions absolument favorables au sionisme. La plupart des pays adoptent d'ailleurs des quotas restreignant l'immigration juive sur leur sol. Les États-Unis sont fermés depuis 1924, la plupart des pays du monde se sont fermés depuis 1929. Et la politique britannique va être systématiquement de réduire, de fermer la porte à l'immigration juive. Ainsi, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, seuls 25 000 juifs ont été admis aux États-Unis. Et c'est ça le paradoxe dramatique du sionisme à la fin des années 30. Le peuple juif, plus que jamais, est prêt à venir ici, et la politique britannique est, sur pression arabe, la fermeture des portes. Face à ces politiques d'accueil difficilement acceptables et peu encourageantes, le mouvement sioniste cherche d'autres solutions plus radicales. Au cours des années 20 et 30, le mouvement sioniste s'organise. C'est beaucoup plus que des colonies, c'est en fait ce qu'on appelle l'État en marche. L'État en marche, c'est en fait une petite société juive qui grandit au fur et à mesure de l'arrivée des immigrants. C'est une société juive qui s'auto-administre, qui a ses propres institutions, qui a son économie propre, sa société propre, sa langue, bien sûr, son système scolaire, sa culture. Et donc c'est une société qui grandit au fur et à mesure que les immigrants arrivent. L'organisation sociale qui prévalait dans les kibboutz, eh bien, est une organisation communautaire. C'est-à-dire que vous avez des producteurs qui vont produire des produits agricoles, etc., qui vont permettre ensuite non seulement d'alimenter le kibboutz, mais aussi de pouvoir être vendus, et donc de permettre à ce moment-là d'acheter le matériel, les aliments, etc., qui ne sont pas produits sur le kibboutz, mais il y a aussi toute une organisation sociale autour de ça, organisation certes religieuse, etc., mais aussi civile, avec des écoles, des crèches, des garderies, dans certains cas des dispensaires ou des hôpitaux, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre plus ou moins de façon autonome. L'Agence juive est créée en 1929. Elle est chargée d'acheter, avec les fonds recueillis en Europe et aux États-Unis, des terres situées en Palestine et destinées aux futurs colons juifs. D'autres organisations se créent. La Haganah. C'est le bras armé de l'Agence juive. Son rôle est la défense des colonies juives en Israël. Le Palmar, groupe des combattants d'élite de la Haganah, est quant à lui chargé de la sécurité des routes reliant les colonies juives implantées en Israël.
Le Palmach est créé en 1941, constitué comme des troupes de choc, c'est-à-dire des troupes d'élite, structurées de manière totalement différente que la Haganah. La Haganah est encore une milice assez lourde, et une milice territoriale assez lourde. Le Palmach a déjà en lui des éléments structurels d'une armée. Le 10 juillet 1947, l'épopée tragique d'un vieux bateau, le transporteur côtier américain President Warfield, affrété par la Haganah et rebaptisé Exodus, sera connu du monde entier. Arraisonnés par la marine britannique à quelques centaines de mètres de la terre promise, les malheureux émigrants de l'Exodus sont embarqués de force et finiront dans le camp de réfugiés de Poppendorf. L'Irgun est un groupe clandestin d'activistes dont le but avoué est de chasser les Anglais de Palestine. Le Hetzel, ce qu'on appelle en français l'Irgun, est une organisation créée en 1931, retravaillée en 1937, qui, elle, représente une association liée à l'extrême droite sioniste et qui prône une attitude beaucoup plus violente à l'égard des Arabes que la Haganah. Le 22 juillet 1946, les soldats de l'Irgun commettent un attentat retentissant à l'hôtel King David, qui est le quartier général des forces anglaises et fait de nombreuses victimes. Le Stern, autre groupuscule juif armé dirigé par Abraham Stern, est lui aussi partisan d'une action violente. Tout comme l'Irgun, cette organisation est responsable de nombreux attentats contre les Anglais. Le groupe Stern est né en 1940 d'une rupture de l'Irgun sur la base d'une question qui à l'époque était une question fondamentale, de savoir qui est l'ennemi principal. Ça va conduire le groupe Stern à des aberrations, à divers types d'aberrations pendant la guerre, notamment une proposition faite aux Allemands d'alliance entre les Juifs et l'Allemagne, proposition que les Allemands étaient absolument considérés comme absolument loufoque ce qu'elle était. Comme l'Irgun, il sera lui aussi intégré à la Haganah pour renforcer la future armée de l'État hébreu. Deux des principaux chefs de l'Irgun et du Stern, Yitzhak Shamir et Menahem Begin, qui dirigeaient entre autres l'attentat de l'hôtel King David, accéderont tous les deux bien des années plus tard au poste de Premier ministre de l'État d'Israël. La cohabitation difficile avec les populations arabes devient de plus en plus préoccupante. En 1942, l'agence juive se range aux côtés des Anglais pour combattre le nazisme, avec l'espoir de la création d'un État juif dès la fin de la guerre. Une compagnie juive combat ainsi avec les forces françaises libres du général Koenig à Bir Hakeim en juin 1942. En 1943, des jeunes soldats de la Haganah forment la Brigade juive, qui combattra aux côtés des Anglais jusqu'à la fin de la guerre. À la fin du conflit, tous les grands gouvernements, mais surtout l'opinion publique mondiale, s'accordent sur la nécessité de la création d'un État juif. Les 6 millions de victimes de l'Holocauste nazi poussent les grandes puissances à accepter la création d'un État juif qui pourra ainsi accueillir les rescapés. L'État n'est pas encore créé et il est en train de perdre sa population potentielle. C'est-à-dire que l'extermination des Juifs d'Europe, la Shoah, va faire en sorte qu'une grande partie des habitants potentiels de l'État juif, tout simplement, ne pourront pas venir ici. Et donc, il est absolument aberrant de considérer que l'État juif a été créé à la suite de la Shoah. C'est tout à fait le contraire. La Shoah a porté à la création de l'État un coup très fort et très dur parce qu'elle a privé l'État d'une très grande partie de sa population. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, profitant de la dissolution de l'Empire ottoman, les partisans d'un islam rénové dont fait partie le roi Faisal ibn Hussein préparent un mouvement nationaliste arabe. Sous l'influence des communautés chrétiennes de Syrie et du Liban, ils prônent une société musulmane au sein d'un État moderne, mais qui sépare nettement le politique du religieux. Le panarabisme est né. Alors qu'il semble en théorie assez proche dans ses grandes lignes du sionisme, il s'opposera à lui tout au long du XXe siècle.
Les Arabes sont très préoccupés par les arrivées de plus en plus massives de colons juifs. Les 400 ou 500 000 juifs de Palestine se considéraient comme une avant-garde, attendant les millions de juifs européens qui devaient venir, et en fait, ils ont été la totalité parce que les millions ne sont pas venus. La Grande-Bretagne, de son côté, soucieuse de préserver ses bonnes relations avec ses fournisseurs de pétrole, cherche à concilier les dirigeants arabes en limitant le plus possible la marge de manœuvre des sionistes. Il y a, entre 1945 et 1947, un affrontement entre les Juifs de Palestine et la Grande-Bretagne. Un affrontement qui est à la fois diplomatique, médiatique et militaire. Les Anglais sont épuisés par la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale provoque la chute de l'Empire britannique. La Grande-Bretagne ne peut plus tenir l'Inde, elle ne peut plus tenir la Palestine. Elle a d'ailleurs plus de soldats en Palestine contre 600 000 Juifs qu'en Inde contre des centaines de millions d'insurgés ou de protestataires. La Grande-Bretagne n'en peut plus. C'est la mort de Roosevelt début 1945 qui va débloquer le processus. Roosevelt, conservateur et proche des milieux pétroliers, était plutôt antisioniste. À sa succession, le démocrate Truman conduit alors les États-Unis sur la voie d'un accord pour le partage de la Palestine. De leur côté, les Soviétiques changent aussi de politique et votent pour le partage de la Palestine. Andrei Gromyko, lors d'un discours aux Nations Unies, plaide pour cette solution. Les Anglais, qui s'estiment jugés partis, s'abstiennent lors du vote. La France, longtemps indécise, se laisse finalement convaincre par Chaim Weizmann et vote favorablement. Tout est désormais en place pour officialiser la création de l'État d'Israël. La Grande-Bretagne, en janvier 1947, va voir l'ONU et dit « je rends mon mandat ». Et là commence une bataille diplomatique. Que va faire l'ONU avec ce mandat qui lui a été restitué par la Grande-Bretagne ? Et l'ONU constitue une commission, bien entendu. Les États-Unis ne sont pas trop opposés, encore que. L'Union soviétique est pour, la France est pour, l'Angleterre veut se sortir de ce guêpier. Donc il y a un soutien des grandes puissances qui fait qu'en 1948, c'est possible. Cette commission visite le pays, rencontre les représentants juifs, rencontre les représentants arabes et élabore un plan de partage qui comprendra donc un État juif et un État arabe. Il y a eu des débats, parce que c'était pas facile d'accepter les frontières prévues par le plan de partage. Le 29 novembre 1947, la résolution 181, adoptée par les Nations Unies, divise l'ancienne Palestine. Et là commence une bataille diplomatique absolument trépidante et dramatique sous beaucoup d'aspects. Il faut les 2/3 des voix pour que le plan de partage soit adopté. Il y a beaucoup d'opposition. Les pays arabes sont contre, bien entendu. Les Nations Unies ont décidé la partition de la Palestine en 2 États, l'un juif et l'autre palestinien. Au total, 33 pays votent pour. Salon? Yes. Chile? Yes. China? Yes. 10 s'abstiennent et 13 votent contre. La diplomatie sioniste réussit à obtenir à grand-peine les 2/3 des voix, avec le soutien de l'Union soviétique. Ce qui change tout, c'est que l'Union soviétique à l'époque a 3 voix. La Grande-Bretagne, dont le mandat expire le 15 mai 1948, prévoit de retirer toutes ses troupes de Palestine le 1er août, dernier délai. Pendant cette période, la Palestine connaît une succession d'attentats, d'émeutes et d'incidents qui font monter la tension entre les communautés. Le plan de partage est donc adopté le 29 novembre 1947. Immédiatement, ça débouche sur une guerre civile ici. À partir du 29 novembre au soir, commence la lutte entre les Juifs de Palestine et les Arabes de Palestine. C'est-à-dire les pays arabes n'interviennent pas encore, les pays arabes n'interviendront que plus tard. Et eux-mêmes ont demandé à ce que la population arabe qui vivait dans cette partie qui devait être l'État d'Israël fuit le pays pour laisser entrer les armées arabes. Après la déclaration de novembre 1947, les États arabes savaient qu'ils allaient envahir
Et de ce point de vue, ces États arabes qui, le 14 mai 1948, vont prendre la responsabilité d'attaquer l'État d'Israël nouvellement créé, ne le font pas pour créer un État palestinien. Le massacre de Deir Yassin, le 9 avril 1948, par les jeunes combattants juifs de l'Irgun, fait 250 morts dans ce petit village arabe. Bientôt connu, cette tragédie entraîne un mouvement de panique parmi les populations civiles, qui fuient alors devant l'avancée des troupes israéliennes, persuadées d'être les prochaines victimes d'une guerre d'extermination. Les victoires israéliennes vont provoquer dans la population palestinienne une rupture du système combatif. Et cette rupture du système combatif va se traduire par un exode. C'est le début de la première Nakba, la catastrophe. Les populations arabes de Palestine, qui seront définitivement appelées par la suite les Palestiniens, vont quasiment tout perdre. Maisons, terres, emplois. Encouragés par certains de leurs leaders, une grande majorité décide de quitter leurs terres et de s'exiler. La première Nakba, fondamentalement, c'est lorsque l'État d'Israël déclare son indépendance et que donc les Palestiniens doivent se disperser et donc migrer, soit qui vers le Liban, vers la Syrie, vers la Jordanie, vers l'Égypte, etc. Il y a plusieurs explications à ça. L'une, c'est la baisse ou la perte de combativité. L'autre, c'est la certitude que de toute façon, les alliés arabes et les armées arabes vont s'emparer du pays et que donc, d'une manière ou d'une autre, un peu plus tôt ou un peu plus tard, on y reviendra. Ils ne reviendront pas parce qu'il n'y aura pas de victoire arabe et les Palestiniens vont se retrouver dans une situation où beaucoup d'entre eux auront quitté leur maison, auront quitté leur village, auront quitté leur ville d'origine. Le terrain est maintenant libre pour que le 13 mai 1948, la Ligue arabe déclare la guerre à Israël. La personnalité arabe sera incarnée dans la forme de la Ligue arabe. L'Égypte est vue comme pays phare pour le monde arabe. Il doit toujours être en première ligne. Et le destin a fait que c'est la Palestine qui tombe ou qui a ce problème-là. Ça veut dire c'est la création d'État d'Israël en Palestine. Imaginons, comme on a dit, que c'était créé en Afrique du Sud, je crois que l'Égypte n'aurait aucun rôle. Ça a été créé en Ouganda, l'Égypte n'aurait aucun rôle. Mais là, c'est juste à côté. Juste à côté. Alors, il fallait que l'Égypte, qui était vue comme ça par le monde arabe, jouait le rôle principal, le rôle du héros, le rôle du leader. Ceux qui allaient devenir les Israéliens savaient pertinemment bien qu'ils feraient face à une certaine opposition. Les Israéliens savaient en même temps qu'il y avait des populations arabes qui étaient là depuis un certain temps, qui évidemment n'auraient absolument aucune envie de perdre les terres qu'elles avaient cultivées parfois depuis des centaines d'années. Et donc tout le monde savait pertinemment bien que c'était courir au conflit. Et alors l'Égypte a pris la décision d'attaquer les forces de ce jeune État, l'État d'Israël, avec l'armée égyptienne, qui sera rejoint après ça par les forces jordaniennes et les autres forces arabes. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, dans une salle du musée de Tel Aviv, lit aux congressionniste la déclaration d'indépendance du nouvel État hébreu. Après presque 2000 ans d'éclipse, Israël existe à nouveau dans un territoire en guerre. Pour Israël, le choix est simple, se battre ou disparaître. Face à Tsahal, les forces armées arabes sont supérieures en nombre, environ 50 000 hommes au total, et possèdent du matériel militaire. Les Égyptiens disposent de chars légers et d'automitrailleuses. Les Syriens peuvent aligner des chars Renault R-35 et Hotchkiss H-39, vestiges de l'ancienne présence française en Syrie. La menace la plus redoutable vient cependant des troupes de Transjordanie. La fameuse Légion arabe, commandée et entraînée à l'anglaise, est une troupe d'environ 10 000 hommes, aguerris, disciplinés et bien équipés. Elle dispose de nombreuses automitrailleuses ainsi que d'armements lourds. Les effectifs de l'armée israélienne, renforcés par de nombreux immigrants, comprennent alors environ 35 000 hommes. Mais l'armée israélienne est totalement dépourvue d'armements lourds, ne possède aucun parc blindé et manque même cruellement d'armes individuelles et de munitions. En effet, les Britanniques, avant de partir de Palestine, ont pris soin de bien désarmer les colonies juives et de détruire tout le matériel militaire qu'ils ne pouvaient pas emporter. La récupération sur le champ de bataille, la débrouillardise et certaines recettes artisanales seront un palliatif au manque de moyens de Tsahal.
Immédiatement après la proclamation de Ben Gourion le 15 mai 1948, les armées de la coalition arabe comprenant l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak et la Transjordanie attaquent Israël sur 3 fronts. Parce que les Arabes ont attendu mai 48, le 15 mai 48, pour la déclaration officielle d'indépendance. Et dès qu'il y a eu alors ils ont envahi le pays. L'armée égyptienne va commencer avec d'autres armées arabes pour casser l'État d'Israël. Dans cette configuration tactique, le contrôle des routes entre les diverses colonies juives implantées sur tout le territoire est crucial. Sur le front sud, à partir de Gaza, l'Égypte attaque le long de la côte, cherchant à remonter vers Jérusalem. Au nord, Syriens, Irakiens et Libanais lancent leur offensive depuis les hauteurs du plateau du Golan. L'intervention syrienne en Galilée, elle est pour se donner, avec le Liban, etc., une grande fenêtre sur la mer Méditerranée. L'Égypte, son offensive sur Beersheba, c'est pour étendre le Sinaï, etc. Ce n'est qu'après que la question palestinienne se reposera, de façon d'ailleurs dramatique. Malgré de graves difficultés face aux vieux chars français, les forces israéliennes, beaucoup plus motivées, parviendront à contenir les attaques. Les forces jordaniennes, à l'est, passent aussi à l'attaque. Le 16 mai 1948, la Légion arabe de Transjordanie attaque Jérusalem, assiège la garnison juive de Jérusalem et la force à se rendre. La reddition du quartier juif de la vieille ville à la Légion arabe sera l'un des rares revers israéliens. Ce quartier ne sera repris par les parachutistes israéliens qu'au terme de durs combats en juillet 1967, à la fin de la guerre des 6 jours. Les combats sont violents pendant plus d'1 mois. Alors que du côté arabe, le manque de combativité se fait sentir, le courage et la détermination des combattants juifs permettent à Israël de tenir bon. Les combats pour le kibboutz Mordechai et sa résistance héroïque entrent alors dans la légende de Tsahal. On a un jeune État qui vient d'être formé avec des gens très enthousiastes, qui défendent leur cause jusqu'à la mort. Et on a des armées qui sont ordonnées d'aller là par des systèmes un peu anciens, un peu corrompus, et qui ne trouvent pas vraiment l'encouragement et la cause interne et spirituelle nécessaire pour être à la même hauteur spirituelle et convictionnelle de l'ennemi. Alors c'est normal, oui, il y a plusieurs pays qui ont des armes, oui, mais l'autre jeune pays a plus de conviction. Le 16 juin 1948, le premier armistice entre Israéliens et Arabes est signé à l'initiative de l'ONU. Les belligérants sont épuisés. Israël met néanmoins à profit ce court répit pour organiser 2 brigades mobiles, l'une mécanisée et l'autre blindée au cas où l'offensive reprendrait. C'est le cas le 9 juillet 1949. Les Israéliens reprennent le dessus et leur 8e brigade blindée, dont l'un des 2 bataillons, le 88e, est commandé par un jeune colonel du nom de Moshe Dayan, réussit à contenir et à repousser la Légion arabe. Partout, les forces arabes commencent à reculer. La coopération entre les armées arabes devient difficile. Le roi Abdullah de Transjordanie ordonne à ses troupes d'être sur la défensive et de ne plus progresser. Ce répit permet à Tsahal de se retourner contre les Égyptiens en toute sécurité et de renverser le cours des événements. Les Israéliens font preuve de pas mal d'ingéniosité. Ils se constituent assez rapidement une petite force aérienne et sur certains appareils, à la queue de ces appareils, ils vont installer des grands crochets métalliques qui auront pour fonction d'arracher les câbles de téléphonie, les câbles de télégraphie, coupant finalement les communications des armées arabes. Le 16 juillet 1948, un nouveau cessez-le-feu est demandé par l'ONU et le 3 septembre 1948, une autre trêve est signée par Jérusalem, pour peu de temps encore une fois. Le 14 octobre, l'offensive israélienne reprend à la fois dans le désert du Negev afin de sécuriser l'accès à la mer Rouge, mais également en direction de la bande de Gaza. Les forces israéliennes atteignent la mer à El Arish. Le 12 janvier 1949, les Égyptiens tentent de bloquer les ports israéliens situés sur la Méditerranée. Les combats reprennent aussi dans le Sinaï et dans la partie israélienne de Jérusalem, qui sera lourdement bombardée par l'artillerie transjordanienne. Le 24 février, un armistice israélo-égyptien est signé sur l'île de Rhodes.
L'accès à la mer Rouge par Eilat sur le golfe d'Aqaba reste sous contrôle israélien, mais l'Égypte refuse toujours de reconnaître Israël. Le 23 mars 1949, l'armistice entre Israël et le Liban est signé à Ras El Nakoura. Le 3 avril, les combats entre Israël et la Transjordanie s'achèvent. Un armistice d'1 an est signé. Le 13 avril, c'est au tour de la Syrie de déposer les armes et de signer un armistice. La guerre est finie, Israël a gagné. L'histoire des conflits prouve que ce n'est pas la puissance militaire qui fait le poids des choses, mais c'est l'enthousiasme et la croyance à la cause. Le bilan est lourd, mais le résultat est là. Israël a survécu. Des hommes ont été les grands acteurs de cette époque. Qui sont-ils ? David Ben Gourion est né en 1886 dans une famille favorable au sionisme. Il arrive pour la première fois en Palestine en 1906. Sa carrière politique et syndicaliste au cours des années 20 et au début des années 30 le conduisent à prendre la présidence de l'Agence juive en 1935. Début 1948, il met en place les futures composantes de l'armée juive. Tsahal, le glaive de David, venait de naître. Il devient le premier ministre de l'État hébreu de 1948 à 1954, puis de 54 à 63. Chaim Weizmann est né en Russie en 1878. Diplômé de chimie, il s'installe en Angleterre en 1904. Pendant la Première Guerre mondiale, il participe à l'effort de guerre britannique en mettant au point une méthode pour créer des explosifs en grande quantité. Il obtient par la suite la nationalité britannique. Rallié très tôt au mouvement sioniste, il participe en 1917 à l'élaboration de la déclaration Balfour, qui va prôner la création d'un État juif en Israël. Il est à la tête de l'Organisation sioniste mondiale de 1920 à 1931, puis de 1934 à 1946. En 1929, il devient président de l'Agence juive. Unanimement reconnu et respecté par la communauté juive mondiale, il est le premier président élu de l'État d'Israël en 1948. De nombreux autres hommes en Israël ont été les acteurs de cette épopée. Parmi eux, on peut citer des noms qui deviendront célèbres. Moshe Dayan. Il commence sa carrière politique comme lieutenant et combat avec les forces australiennes en Syrie contre les forces françaises de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs là qu'il sera blessé et perdra son œil gauche. Héros de la guerre des 6 jours et ministre de la Défense en 1967, il est l'un des principaux artisans de la victoire israélienne lors de la guerre du Kippour en 1973. Menahem Begin est né en Russie en 1913. Très tôt, il va s'opposer à David Ben Gourion sur le choix des méthodes à employer. Arrivé en 1942 en Palestine, il devient le chef de l'Irgun. Malgré ses positions politiques radicales, il est élu Premier ministre d'Israël de 1977 à 1983 et signe le premier traité de paix avec un pays arabe, l'Égypte. Il est nommé prix Nobel de la paix en 1979 avec Anwar el-Sadat après les accords de Camp David. Ariel Sharon est né près de Tel Aviv en 1928. Militaire de carrière, il devient connu par ses actions d'éclat sur le front égyptien en 1967 et encore plus célèbre en 1973 lorsqu'il participe au rétablissement spectaculaire de la situation sur le front lors de la guerre du Kippour en 1973. Son rôle dans les événements tragiques lors de l'offensive au sud Liban en 1982 freine néanmoins sa carrière. Il devient Premier ministre d'Israël de 2001 à 2006. Yitzhak Rabin est né en 1922 à Jérusalem. Sabra, de la première génération, c'est-à-dire né en Israël et fils de juifs nés également en Israël, il gravit peu à peu tous les échelons de la hiérarchie militaire. Il devient ambassadeur d'Israël aux États-Unis pendant 5 ans avant d'être nommé Premier ministre de 1974 à 1977. 1 300 000 Arabes habitent la Palestine à la date du 29 novembre 1947.
Pour eux, le vote des Nations Unies est totalement inacceptable. Depuis presque 2000 ans, la Palestine est la terre occupée par leurs ancêtres. Ces populations seront désormais appelées les Palestiniens. Comme les Juifs depuis 2000 ans, ils deviennent un peuple sans terre, une population sans représentation. Jusqu'au jour où un homme fonde l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Cet homme, c'est Yasser Arafat. Yasser Arafat est né au Caire en 1929. Il dirige le Fatah, puis l'OLP. Le Fatah est un mouvement national palestinien de libération né au Koweït en 1959 qui s'est installé à Gaza au début des années 60. Il connaît en 83 une grave crise interne à la suite de l'invasion par Israël du Liban. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, est initiée au départ par les membres de la Ligue arabe dans le but de libérer la totalité de la Palestine du mandat britannique en 1945. La guerre des 6 jours a transformé ce mouvement en organisation de guérilla palestinienne. Et Yasser Arafat le dirige de 1969 à 2004, date de sa mort à Clamart, en France. Considéré pendant plusieurs décennies comme un chef de mouvement terroriste, il apparaît finalement dans les années 90 comme un partenaire de discussion avec les Israéliens et obtient le prix Nobel de la paix en 1994. La création de l'État d'Israël a fait de nombreuses victimes. On estime leur nombre à environ 6 000 morts côté israélien et 15 000 morts côté arabe. Une partie de la Cisjordanie et de Jérusalem, la bande de Gaza, une grande partie du désert du Negev et les hauteurs du Golan au nord du pays ont été conquises par l'armée israélienne. Ces conquêtes viennent renforcer les frontières prévues par le plan de partage de 1947. Cette solution posait de nouvelles questions, à savoir que faire des Palestiniens ? Où allaient-ils pouvoir s'établir ? C'était eux qui devenaient du coup une véritable diaspora. L'exode des populations palestiniennes est la conséquence directe du refus unilatéral du plan de partage de la Palestine par les populations arabes. Pourtant, en 1947, Israël ne demande pas mieux que d'accepter ce plan et de pouvoir créer en paix, du moins pour un temps, un État juif indépendant. Évidemment, la problématique palestinienne qui prend une certaine amplitude. Il y a aussi toute la problématique d'une certaine forme de retour aux réalités pour Israël. Bien entendu, nul ne peut dire ce qui se serait passé si les Palestiniens avaient accepté la partition de 1947. Un État palestinien serait néanmoins né. Aurait-il été viable ? Que se serait-il passé dans les décennies suivantes ? Les 6 millions de Palestiniens d'aujourd'hui sont les descendants directs du million d'exilés palestiniens de 1947. Ils réclament toujours une terre. Et ça a commencé avec 600 000 personnes. Et aujourd'hui, il y a presque plus que 7 millions. C'est-à-dire ça plus que 10 fois. Ça a doublé 10 fois plus. C'est une histoire d'amour et d'angoisse. Les gens aiment être ici, mais c'est une histoire qui n'est pas finie. Les conséquences politiques de la création de l'État d'Israël sont nombreuses. Rapidement, Israël est reconnu officiellement par un grand nombre de pays. Le 11 mai 1949, l'État d'Israël est admis à siéger à l'ONU et le 15 mai, le Parlement israélien vote la loi instaurant une immigration juive totale et sans restriction en provenance des pays d'Europe. Un des événements les plus importants du XXe siècle était la création de l'État d'Israël, parce que c'est quand même étonnant qu'un peuple arrive à remonter le courant de l'histoire. C'est étonnant, ça ne s'est jamais vu. Israël a définitivement achevé son processus d'indépendance, en sens qu'il a définitivement démontré que c'était un acteur militaire crédible et capable de survivre sur la scène du Moyen-Orient. Politiquement, Israël a gagné. Il va se développer et tenter de survivre entouré de pays arabes voisins, plus préoccupés de revanche que de paix. C'était le germe de cet esprit de revanche qui a commencé bien sûr avec ça. C'était en fait, on va dire, c'est le début réel de cet esprit-là, puisque avant c'était des tractations sur le terrain. On ne pouvait pas imaginer qu'il y aura un État vraiment officiel qui sera créé et tout ça. Mais une fois que c'est fait, là, les premières idées, et toujours chez les Palestiniens et chez le reste du monde arabe, c'est il faut casser cet État.
Cette région du monde est devenue en 1949 une gigantesque bombe à retardement qui éclatera plusieurs fois dans les décennies suivantes. Il y a eu des hauts et des bas. Nous avons eu des percées extrêmement importantes. La paix avec l'Égypte, la paix avec la Jordanie. Les efforts de paix avec les Palestiniens qui n'ont pas encore abouti, mais qui, espérons-le, aboutiront un jour. Aujourd'hui, les Palestiniens descendants des réfugiés de 1947 attendent toujours d'avoir une terre. C'est une poudrière, mais à titre strictement personnel, c'est la poudrière où j'ai choisi de vivre. C'est très beau, c'est magnifique. Mais il y a 3 religions monothéistes qui estiment que c'est à elles. C'est-à-dire que tout l'imaginaire du monde se trouve représenté ici. Suite à la destruction de Jérusalem par les armées romaines en 70 après Jésus-Christ, les Juifs ont été chassés d'Israël et se sont dispersés. C'est la diaspora juive. À la fin du XIXe siècle, les persécutions et les pogroms se multiplient contre les Juifs. En réaction, naît un mouvement, le sionisme. En 1896, le livre de Theodor Herzl, L'État des Juifs, est le véritable déclencheur du mouvement sioniste moderne. D'autres hommes comme Chaim Weizmann et David Ben-Gourion adoptent le sionisme comme credo et envisagent la Palestine comme une terre d'accueil. En 1917, la déclaration Balfour confirme ce choix, mais celui-ci pose problème. Les pays arabes s'élèvent immédiatement contre cette déclaration et demandent que l'État juif soit implanté ailleurs. Parallèlement, pendant les années 30, l'immigration juive clandestine en Palestine augmente de plus en plus. L'agence juive est créée en 1929. Des organisations militaires se mettent en place. La plus connue s'appelle la Haganah. Avec l'Irgun et le Stern, 2 groupuscules armés, elle va former la future armée israélienne. En juillet 1947, l'épopée de l'Exodus, affrétée par la Haganah, a un retentissement international. Au sortir de la guerre, les Juifs victimes de l'Holocauste plaident pour la création d'un État juif. Le 29 novembre 1947, la résolution 181, adoptée par les Nations Unies, partage l'ancienne Palestine et crée un État arabe, la Transjordanie, un État juif indépendant, Israël, et un territoire sous contrôle international, Jérusalem. Le 14 mai 1948, au Congrès sioniste, David Ben-Gourion déclare l'indépendance du nouvel État hébreu. La création d'Israël est acceptée dans un consensus quasi unanime par les grandes puissances internationales, y compris les États-Unis et l'URSS, juste avant la crise du blocus de Berlin. Le 15 mai 1948, les armées de la coalition arabe comprenant l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak et la Transjordanie attaquent Israël sur 3 fronts. Les combats durent jusqu'en avril 1949. Après avoir frôlé la catastrophe, les armées israéliennes sont victorieuses. Israël a survécu et va pouvoir commencer à s'organiser. Rapidement, Israël est accepté officiellement par un grand nombre de pays, dont l'URSS et les États-Unis. Le 24 janvier 1949, la France reconnaît la légitimité de l'État d'Israël. Enfin, consécration ultime pour un nouvel État, Israël est admis à siéger à l'ONU, le 11 mai 1949. Cependant, malgré les différents accords de paix successifs, le conflit israélo-arabe n'a toujours pas été résolu. Israël vit en état de siège et 6 millions de Palestiniens, chassés de leur pays, réclament toujours une terre. La Cisjordanie et la bande de Gaza sont d'ailleurs toujours au centre des problèmes entre Palestiniens et Israéliens. Ich bin ein Berliner. Power that pervades everything. I have a dream. Power that pervades everything. I have a dream.